Ah, 2-3 cotes, puis c'est tout. Un petit peu plus que ça. Ah ouais? Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit Paul Lavergne du Conseil central Cœur du Québec CSN. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Paul, Bonjour, merci d'être là. Ben, merci Alexandre de l'invitation. T'as fait de bonne route? Oui, c'est beaucoup plus tranquille sur les routes qu'avant la pandémie, alors pas de trafic. Bon, moi, toi, tu es en ligne directe. Là. Tu pars des environs de Shawinigan. Exactement, entre Shawinigan et Trois-Rivières. OK. Le Conseil central du Cœur du Québec Oui. a des bureaux. Ben, en fait, c'est un bureau de la CSN qui couvre les deux régions, la Mauricie et le centre du Québec. OK. Parce qu'il y a un bureau ici, proche du centre-ville de Victo, là, sur Bois-Franc. Exactement, oui. Si on remonte il y a 25 ans, il y avait, et avant, là, bien entendu, il y avait 4 bureaux du Conseil de la CSN. OK. Un à Victo, un à Drummond, un à Shawinigan et un à Trois-Rivières. Ils ont été tous fusionnés en 1995 pour faire un bureau ou un siège social. Et par la suite, on a gardé quand même là, un point de service ici à Victo et un bureau complet à Drummond. On a un bureau aussi à Shawinigan, là, mais beaucoup plus petit. Là. OK. Le gros bureau, c'est celui de Trois-Rivières, du OK. central. Juste pour bien comprendre, comment est-ce que la CSN fonctionne? Parce que là, on parle de l'entité de la CSN, mais aussi des conseils centraux. Oui. Donc, c'est quoi un peu la hiérarchie de tout ça, là? C'est une excellente question. Puis même après quelques années, il y a beaucoup de monde qui cherche encore à tout comprendre. Disons que la CSN fonctionne avec 2 axes de travail principaux. Il y a la fédération qui regroupe les travailleurs par métier ou profession. Puis la fédération travaille sur l'amélioration des conditions de travail. OK. Les bureaux de la CSN, c'est l'aile politique de la CSN. Alors, nous, on travaille sur améliorer les conditions de vie dans la société. OK. Alors, quand il y a des revendications à faire pour améliorer le salaire, les vacances ou des choses comme ça, c'est négocié dans des conventions collectives. C'est fait avec des personnes conseillères syndicales qui sont, elles, associées aux fédérations. Quand il y a des représentations politiques à faire auprès d'élus, de décideurs publics ou des médias en général, la plupart du temps, ce sont les conseils centraux qui sont interpellés. Parce que les conseils centraux sont dans toutes les régions, connaissent leur territoire, ainsi que les personnes qui décident. Moi, je siège sur plusieurs, soit conseils d'administration ou table de regroupement, de concertation, ce qui me permet de bien connaître les enjeux, OK. puis les décideurs, donc être capable de faire passer le message que les travailleuses et les travailleurs ont. C'est pas mal ça comme ça. Puis toi, t'es issu de quel domaine? Disons que si on fait une rétrospective de tout ça, Ouais. à la base, je suis un pur génération X. Moi, j'ai commencé à travailler dans 5, 6, 7, 8 emplois différents. OK. Au BF Goodrich à Shawinigan, qui a fermé il y a longtemps, dans les années 88-89. Agent de sécurité, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je me suis réorienté, j'ai fait chimie physique secondaire 5. OK. Soins infirmiers, un DEC au cégep à Shawi. Ouais. Ensuite, le baccalauréat à l'UQTR. J'ai travaillé à l'hôpital de Shawinigan, à Shawinigan Sud et à Sainte-Thérèse en psychiatrie. Mais je vous le dis tout de suite, je vais beaucoup mieux. Puis, en fait, tout ça m'a fait que j'ai fait à peu près 10 ans comme infirmier au chevet des patients. OK.
Ensuite, je suis devenu enseignant au cégep à Shawinigan en soins infirmiers pendant une autre décennie. Et tout ça m'a amené à m'impliquer dans le mouvement syndical localement. Ouais. Donc, je représentais, les 130 profs de cégep. Et aujourd'hui, je représente 180 syndicats, 17 000 membres sur 2 régions. C'est ça qui est l'histoire. OK, quand même, qui s'échelonne sur une vingtaine d'années. Oui, à peu près. Là. 30 ans maintenant, parce que ça fait 10 ans que je suis au Conseil central. OK. Alors, ça fait 10 ans. C'est la plus longue période au même endroit. Dépendant des réalités syndicales, c'est toute une vocation. Là. On s'improvise pas syndicaliste. C'est comme être infirmier. Tu fais pas infirmier pour avoir un petit boulot de 8 à 5, puis ça prend vraiment... faut que ça vienne te chercher. Oui, puis c'est le fun, le lien que tu fais, Alexandre, parce que pour moi, il y a une grande similitude entre être infirmier et être syndicaliste. Aider son prochain. Mm-hmm. Dans un cas, tu travailles dans un milieu, mettons à l'hôpital, je disais souvent la blague, les gens qui sont là sont tous malades ou ils ont tous une raison d'être là, ce qui fait que les gens, quand ils me disaient, tu dois trouver ça dur, non, j'aide du monde à aller mieux. Alors, pourquoi les gens se regroupent en syndicats? Pour améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Parce qu'un coup que tu sors de la shop, tu es un citoyen, tu es un contribuable. Absolument. Alors, tu n'arrêtes jamais d'être dans une société, ce qui fait que, puis c'est la raison pour laquelle on a 2 axes de travail. C'est qu'on améliore la vie au travail et la vie à l'extérieur du travail. Mm-hmm. Puis ça, c'est rendu ma job. Alors, j'aide encore du monde. Puis il y a du monde qui ont des grands besoins là-dedans. Des fois, c'est impressionnant. Oui. Puis selon toi, avec le Conseil central, c'est quoi le plus grand défi pour rejoindre tous ces membres-là qui sont non seulement séparés géographiquement, mais qui travaillent pas, qui n'ont pas les mêmes réalités de travail? Oui, il y a un défi là-dedans qui, je dirais, à plusieurs niveaux. Nos membres sont les syndicats et notre interface, si on veut, c'est l'exécutif du milieu de travail. Mais encore faut-il que l'exécutif soit en mesure ou capable de transmettre le message ou les informations à leurs membres. Alors, il n'y a pas énormément de couches, là. On a le Conseil central, la CSN, le siège social, c'est à Montréal. Oui. Les bureaux dans les régions, les membres qui sont nos syndicats, puis le membre qui, au final, lui, travaille et cotise pour avoir des services. Ça fait pas plus de niveau que ça, mais déjà là-dedans, des fois, on se rend compte que c'est difficile d'atteindre le membre travailleur, les travailleuses et les travailleurs. Alors, c'est pour ça qu'on est souvent dans les médias. Oui. Pour propulser le message. Ça, c'est un des défis. Être capable au Québec, en 2020, de défendre un point de vue de travailleuses et travailleurs dans un contexte où souvent les syndicats ont la mauvaise presse. Oui. Moi, je l'ai dit souvent, il y a plein de regroupements. Les Québécois, les Québécoises, là, à chaque fois qu'ils veulent se défendre ou mettre une idée de l'avant, ils se regroupent. Des associations de propriétaires de chiens, pitbull, pour défendre les pitbulls. Des associations de dentistes, des fédérations. Plein de gens se regroupent par intérêt pour améliorer, que ce soit leur passe-temps, leur travail ou autre. Les travailleuses et les travailleurs font la même chose. S'associent pour se défendre, pour se représenter. Puis, malgré le fait que c'est bien logique, des fois, ça passe moins bien, c'est plus négatif. Oui. Je dirais un élément, tiens, ça me fait penser. 95-97% des négociations de conventions collectives se déroulent très bien, se règlent en peu de temps. Absolument. On voit dans les médias ce qui va mal, c'est-à-dire le 2, 3, 4% de négos qui coincent. Oui. Récemment, M. Legault est allé dire dans les médias qu'il aimerait ça bonifier le salaire des PAB en CHSLD. PAB, c'est préposé aux bénéficiaires. Okay. Et il trouvait que les syndicats, il l'a dit dans ses mots à lui, mais qu'il était contre-productif là-dedans.
Là, nous, on est parti à rire parce que notre but dans la vie, c'est d'améliorer les salaires, les conditions de travail. Ça fait qu'on a mal compris le message ou je ne sais pas s'ils voulaient diviser, peut-être mettre la population contre les syndicats pour faciliter sa négo. Mais enfin, c'en est un exemple. Là. Quand je dis qu'on a la mauvaise presse, ben même le premier ministre semblait dire qu'on était contre les hausses salariales. Ça, c'était assez curieux, disons. Oui. Ça a été dit à demi-mot, mais effectivement, c'était pas mal ça le message qui était sous-jacent. Toi, que ça fait quand même plusieurs années qu'il est auprès du Conseil central, est-ce qu'il y a une année typique dans la vie d'un Conseil central? Une année typique, c'est une bonne question. Oui, il y a des événements qui sont récurrents. Chaque année, le 8 mars, la journée pour les femmes, pour le droit des femmes. Chaque année, le 17 mai qu'on vient de passer, la lutte contre l'homophobie, la transphobie. Oui. Chaque année, le 6 décembre, rappeler la tuerie de la Polytechnique. Oui. 1er mai aussi, on s'entend. Pardon? 1er mai. 1er mai, la fête des travailleuses et des travailleurs, effectivement, oui. Alors, on a plein d'événements comme ça qui ponctuent l'année, qui nous permettent de porter un message. Le 1er mai, habituellement, ce qu'on fait comme message, c'est qu'on rappelle que ça serait le fun qu'en 2020, une personne qui travaille 40 heures par semaine, 50 semaines par année, qui est au salaire minimum, a fait à peu près 25 000 par année, ce qui est Sous le seuil de la pauvreté. assez difficile. Comment on est encore là? Il faudrait améliorer cette situation-là. C'en est un exemple. Alors, on parle souvent de salaire décent. Oui. Mais on parle aussi de salaire viable qui permet de faire des choix. Puis moi, dans ma tête, si tu veux relancer l'économie, quoi de mieux que de passer par les bas salariés qui pourraient, eux, réinvestir localement parce que à ces salaires-là, tu n'as pas d'abris fiscaux ou de paradis fiscal. Non. Alors, c'est clair qu'en augmentant ces gens-là, on injecte de l'argent dans la société. Ça serait une très belle façon. Oui. Alors, oui, ça, c'est un des messages là, qu'on porte. Alors, ça, ce sont des événements qui ponctuent l'année. Par ailleurs, beaucoup de notre temps, ça va être les syndicats qui nous appellent, qui disent on a tel problème, puis là, on met en branle les services. On regarde comment on peut faire ça. Récemment, les paramédics de l'ATUC nous ont interpellés. Ils ont dit on n'a toujours pas l'horaire, le travail avec un horaire par semaine. Okay. C'est des horaires de faction, ça veut dire qu'ils sont plus ou moins 24 heures sur 24 disponibles pendant une période. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé il y a très peu de jours, là, une dizaine de jours? Il n'y avait plus personne pour répondre, puis c'est les pompiers qui ont été faire le call. Alors là, ils nous ont appelés, puis ils ont dit là, ça va faire, on veut être dans les médias, on veut faire pression sur le gouvernement pour régler la situation. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Des conférences de presse, des actions, des manifestations. Organiser une manifestation avec la sécurité, avec le service de police local, ça fait partie de nos tâches, nos mandats. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis avant de parler du sujet qui nous intéresse le plus, bien entendu, la pandémie actuelle, 2020, ça s'enlignait comment pour vous autres au Conseil central? Au début d'année, on fait toujours un travail de dire ça va être quoi les grands axes de travail cette année, puis sur quoi on devrait tabler. Et avant, à la fin de l'année dernière, le taux de chômage avoisinait les 2, 3, 4 % selon les régions. Plein emploi, difficulté de recrutement, des industries qui tournent, qui ne peuvent plus prendre d'expansion, ou même qui tournent au ralenti. Et quand les entreprises vont pas bien, les travailleuses et les travailleurs sont pas heureux, sont pas heureuses, ils nous appellent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on essaie de trouver des solutions là-dedans. On a les fédérations qui peuvent nous accompagner dans élaborer des plans de relance. On a une politique industrielle. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On a un service de recherche à la CSN
qui peut produire des mémoires. Alors, on participe à des commissions publiques, puis on essaie de mettre de l'avant les inquiétudes, les besoins des gens. Bon, on en prend un. De plus en plus, on entend le mot immigration pour solutionner ces problèmes-là. Mais l'immigration vient avec un lot d'adaptation en milieu de travail. Alors, comment on peut accompagner nos membres dans s'adapter, dans s'outiller? Puis, il y a des choses, des fois, c'est assez formidable. Quand on va chercher des gens qui viennent du Pérou, c'est des bons travailleuses, des bons travailleurs, des bonnes travailleuses, mais ils n'ont pas toujours le réflexe de dire « Écoute, faudrait que tu me fournisses des bottes à cap d'acier. » Ouais. Ils ne sont pas très revendicateurs. Puis là, des fois, quand tu dis ça, là, le Québécois, membre du syndicat local, lui, il pourrait trouver que ça vaut la peine de péter une coche puis aller voir l'employeur, mais l'autre, il va lui dire non, fais-les pas. Tu sais. Fait, comment se comprendre culturellement? Ça, c'était un de nos défis cette année qu'on s'était donné. Essayer de voir comment les nouveaux travailleurs immigrants voient le mouvement syndical et comment ils nous voient comme aidants ou peut-être même épeurants, là, parce que nous, on a une mentalité latine, alors des fois, on peut exploser. Mais ça vient souvent avec une présence sur le lieu du travail aussi. Si on a un syndicat qui investit pas le milieu de travail, qui n'est pas en contact avec ses membres, souvent, il va peut-être y avoir une distance avec ce syndicat-là. On va se dire, ben il nous aide pas parce qu'il n'est pas présent, il n'est pas là. Voilà, ça arrive. À ce moment-là, notre tâche, c'est d'accompagner ce syndicat-là dans parfois une restructuration, parfois développer des outils de communication. Il y a une usine, à un moment donné, il y avait 2 usines sœurs, alors 2 groupes, mais le syndicat avait son local dans une seule des 2 usines, fait que l'autre se sentait délaissé. Ouais. Alors, on a inventé des choses comme un journal interne, et on les a accompagnés dans comment le faire, l'imprimer et tout, puis ça a réglé une bonne partie des choses. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est plus facile que ça l'a déjà été. Beaucoup de syndicats ont des pages Facebook ou des pages, des sites web. Oui. Les captations vidéo courtes là, avec un téléphone cellulaire aujourd'hui, on peut en faire et il y en a qui sont passés maîtres dans fabriquer des vidéos complexes, musique, texte et tout. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens d'accompagner de toutes sortes de choses. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était une bonne question. Absolument. Puis là, bon, pandémie frappe. Ouais. Ce printemps. Que vous autres, on a beaucoup entendu parler du milieu de la santé, bien entendu, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux de travail auxquels vous êtes connectés qui ont été vraiment frappés? Bon, c'est vrai que la santé a été impactée de façon incroyable. Beaucoup de nos membres sont partis en quarantaine. Ça a réduit les équipes qui étaient déjà réduites sur les départements. Là. Alors, ça a mis une pression. Par ailleurs, oui, il y a eu différents impacts au niveau de l'enseignement. Les profs de cégep ont dû se remettre. Bon, il y a eu une période d'arrêt, puis après ça, il y a eu la période où il faut se réinventer pour enseigner à distance, sans perdre d'étudiantes ou la motivation. Ceux qui ont plus de difficultés, des fois, ont besoin de la relation humaine, maître-élève, pour être capable d'avoir un accompagnement. Ça n'a pas été facile. Et là, on parle de peut-être ouvrir à l'automne à distance. Alors, tu sais, c'est pas quelque chose qui va être fini demain matin. Je pense qu'il y a une nouvelle réalité dans laquelle on doit s'inscrire, mais qui demande beaucoup d'efforts. Au niveau industriel, ça n'a pas été si pire que ça. Il y a eu des ralentissements, des fermetures temporaires, mais pas de pertes d'emploi là, qui ont été portées à mon attention. La plupart des industries essentielles ou jugées essentielles par le gouvernement ont continué de fonctionner. Ce que ça a représenté au niveau des travailleuses et des travailleurs, par contre, c'est réduction de temps de travail, des choses comme ça. Pour certains, le truc, ça a été le temps partagé. Alors, tout le monde, du plus ancien au plus jeune,
travaillaient moins d'heures pour que tout le monde travaille. Mhm. Puis le salaire était compensé par les mesures d'aide gouvernementales. OK. Ça a été quelque chose de très bien qui a été utilisé à certains endroits. Alors, félicitations à ceux et celles là, qui ont eu la rapidité et la flexibilité pour le faire. Je dirais que là-dedans, tu vois, il y a des fois des détails, c'est trouver un agent de Service Canada qui est capable de t'accompagner parce que ça n'en prend un. Oui. Des fois, eux autres étaient surchargés. Puis là, ben, on était en attente, ce qui crée de l'insécurité. Alors là, il y a beaucoup de téléphones et d'allers-retours à faire. Mhm. Ce bout-là administratif nous interpelle beaucoup comme service parce que c'est notre job de dépanner. Moi, je le dis souvent, je sais pas tout, mais je sais qui le sait. C'est que si jamais il y a de quoi, appelle-moi. C'est plus un entremetteur qu'un répondeur, finalement. Oui, c'est vrai. C'est la beauté d'une équipe. Mhm. Mais c'est ça. Alors ça, ce sont des exemples. Au niveau des cols bleus, des cols blancs, il y a eu des réorganisations. Beaucoup de télétravail. Puis le télétravail, ben, des fois, ça peut être pas pire si tu es bien installé chez vous. Mais si tu n'as rien, ben, ça peut représenter beaucoup d'achats de matériel. Oui. Puis, tu sais, au début, on se disait, bon, écoute, ça va durer, on va attendre avant de s'installer. Bien là, tu développes des maux de dos parce que tu as une chaise de camping qui te sert ou une chaise en PVC de patio. Là. Mm-hmm. Tu es assis à la table dans la cuisine, fait que l'ergonomie n'était pas tellement là. Alors là, il y a eu aussi beaucoup d'adaptation et de gestion à faire. C'est fou, c'est curieux, c'est des dimensions qu'on n'aurait pas pensées là, comme impact. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut produire un guide. Alors, là, on appelle au national, ils fabriquent de quoi, on le redescend dans les syndicats. Voici comment vous devriez vous installer à la maison, voici quoi éviter. Ensuite, la PCU, le programme d'aide financière, il y en a eu 1, 2, 3. Ils ont évolué au fil des jours et des semaines. Un moment donné, c'était à s'y perdre facilement. Oui. Alors, on a demandé à notre service d'avocat, pouvez-vous nous produire quelque chose sur une page qui est digeste? Puis on l'a refilé au monde. Voici comment qu'est-ce que vous avez le droit, quand est-ce que vous avez le droit, à quoi faire attention. Alors, est-ce qu'il y en a eu là, dans la période actuelle, là, des renouvellements de conventions? Oui, notamment dans les CPE. OK. Effectivement, il y en a eu. Puis ça, c'est assez curieux parce que, bon, disons, l'employeur fait une offre en négociation, une offre de conditions de travail nouvelle. Puis là, tu veux consulter tes membres parce que tu n'avais pas le mandat sur cette offre-là. Oui. Disons que si tu en as 12 à consulter, c'est pas si pire. Un Zoom, c'est fait. Mais quand tu en as 150, c'est pas mal plus compliqué. C'est sûr. Puis, sur des corps de travail différents. Puis, c'est ça. Puis quand puis là, on est en négociation dans le secteur public. M. Legault l'a démontré à la télévision. Alors, on a 8000 membres Mauricie Centre du Québec. Là, quand il y a une offre, on augmenterait le salaire, machin. Mm-hmm. Ben là, un instant, là, ce sera pas facile. Je peux pas te revenir demain matin avec la réponse. Non, c'est ça. Oui. Excellent. Ben, en terminant, as-tu un message aux travailleuses et travailleurs qui nous écoutent? Le déconfinement, on est les deux pieds dedans. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je pense que faut voir ça comme la nouvelle réalité. C'est le 4e coronavirus qui existe, auquel les populations sont confrontées. Mm-hmm. C'est probablement le plus problématique parce qu'il est facile à transmettre. Mais je crois pas qu'on s'en va vers un arrêt de ces choses-là. Là. Ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on peut lire dans les revues, c'est le modèle actuel du capitalisme de fabriquer puis de générer de la richesse sans jamais se questionner sur le développement durable ou responsable, déforestation, tout ça. C'est ça qui est derrière, là. C'est remis en question. C'est ça. Ouais. Bien là, il va falloir qu'on embarque à la gang là-dedans. Si on veut changer notre modèle,
C'est pas juste les centrales syndicales qu'il faut que soient dans la rue. Ouais. Il va falloir que tout le monde participe. On entend quoi? On entend les Québécois, les Québécoises ont abandonné leurs personnes âgées. Bon. Ce qui n'est pas terriblement vrai, mais... Entre vous et moi, dans les 20-30 dernières années, le gouvernement qui était présent alors a fermé des milliers de lits dans les CHSLD. Ce qui fait que les personnes qui sont là présentement aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont besoin de 3-4 heures de soins par jour. Il n'y a plus de famille qui est capable de gérer ça, là. C'est beaucoup trop de besoins ou de soins directs à la personne. Alors, ces gens-là, on les a pas parqués dans des CHSLD. On les a amenés là parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Maintenant, il manque d'espace, manque de place, manque de lits. Oui, on pourrait développer les soins à domicile jusqu'à une certaine mesure. Mais nous, on l'a, puis je l'ai dit tantôt, on a une plateforme Vieillir dans la dignité. On était dans les rues avec des pancartes pour dire « Arrêtez de fermer des lits, arrêtez de couper ». Mais des fois, on se sentait seul. Alors, mon message aujourd'hui, quand on va ressortir, il ne faudrait pas qu'on soit tout seul, il faudrait qu'on soit nombreux. Je dis ça. Puis par ailleurs, on était 500 000 pour sauver l'environnement. Le 27 septembre passé, je comprends que c'est un gouvernement qui est nouveau, mais il n'y a pas eu tant de nouveautés que ça pour l'environnement, là. Ouais. Alors, est-ce qu'il écoute vraiment? Moi, je pense que oui, il entend la population. Mais, puis je dis souvent qu'il gère par sondage. Fait que quand même, je sois conséquent avec moi-même. Mais je pense qu'il va falloir revenir et remettre de la pression. Puis signer des pétitions. Moi, je pense qu'il va falloir arrêter de regarder et trouver ça plate. Il va falloir s'impliquer. Puis dans une deuxième phase, il va falloir s'engager. Il va falloir descendre dans les rues. Il va falloir dire au gouvernement, ça suffit. Je pense que c'est ça qui est la prochaine étape. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir, Alexandre. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, ça va être la dernière de cette saison, de cette première saison du Show de chaise. Alors, pour l'occasion, on reçoit Charles Marceau-Coton de Montmarché. On va parler d'alimentation locale. Soyez-y.